commencer par Adrien Méry, qui a soutenu une thèse donc en 2019 intitulée Étude de la différenciation métal-silicate dans les petits corps du système solaire, une approche pluridisciplinaire. Il a effectué dans cette thèse, qui est une thèse de l'université Paul Sabatier, donc Toulouse 3, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, et donc sous la direction Jérémy Guignard, Mike Toplis, Marc Monroe et Guillaume Quitté. Donc son travail de thèse visait à comprendre et quantifier les processus de ségrégation du métal et du silicate fondu coexistant avec de l'olivine pour une application aux météorites. Sa démarche multidisciplinaire associait de façon remarquable de l'expérimentation à haute pression et haute température pour la caractérisation des textures et de la modélisation thermodynamique pour comprendre la viscosité d'un ensemble magmatique et la genèse des paladites. Tout ça couplé à une analyse pétrographique d'achondrites primitives naturelles. Et je vais laisser la parole à Adrien. Bonjour à tous, merci Michel pour cette introduction, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, comme Michel l'a déjà très bien dit avant, moi j'ai fait ma thèse sur la différenciation métal-silicate des achondrites primitives et j'ai travaillé avec pas mal de personnes. Donc, il y avait Jérémy Guignard, Mike Toplis, Marc Monroe et Guillaume Quitté. Et forcément, quand on travaille avec pas mal de personnes, c'est assez difficile de mettre tout le monde d'accord, mais c'est aussi très intéressant parce que justement, c'est ça qui nous a permis de donner une couleur très multidisciplinaire au travail que j'ai eu l'occasion de réaliser pendant ma thèse. Donc, en fait, si on parle de différenciation, on peut essayer de regarder le système solaire d'aujourd'hui et on se rend compte que la différenciation, c'est un processus qui est très présent dans notre système solaire. D'une part, parce que vous êtes tous assez bons connaisseurs de la Terre, donc la Terre est un objet différencié, c'est-à-dire que le métal et la roche sont séparés. Vous avez un noyau riche en fer. Mais de façon un peu plus générale, on peut définir ça comme une stratification en termes de gradient de densité. Et c'est un petit peu comme ça qu'on peut dire que les planètes gazeuses sont-elles différenciées. Il y a aussi des petits objets dans la ceinture d'astéroïdes qui aussi sont différenciés. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, cette histoire de différenciation au cours de ma jeune carrière scientifique. Donc forcément, je suis un postdoc depuis seulement 1 an. Et donc, j'avais commencé ces études-là au cours de mon stage de master en M2 à Lyon, avec Bruno Reynard et en collaboration avec Christophe Sautin. On avait essayé de faire des modèles pétrologiques des lunes glacées autour de Jupiter et Saturne, donc en faisant des modèles avec Perplex, mais aussi des expériences pour comparer les résultats qu'on avait. Ce qu'on a fait, c'est que selon les modèles de différenciation par bilan de masse, on avait essayé de voir si on pouvait retrouver des profils de densité qui correspondaient aux données orbitales, notamment au moment d'inertie, donc un indicateur de la différenciation. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout parce que la densité était trop élevée. Donc, il fallait qu'il y ait en présence un composé de densité beaucoup plus faible qu'on a pris comme étant la matière organique. À la suite de ça, donc, je suis parti faire ma thèse à Toulouse où j'ai travaillé un peu plus sur les objets de la ceinture d'astéroïdes, donc ces fameux petits corps. Là, je ne vais pas vous en dire trop de suite parce que ça va être le cœur de mon topo après. Et maintenant, je suis parti m'exiler en Allemagne, donc la situation l'obligeant, à Bayreuth, au BGI, et je suis revenu un peu plus étudier la Terre pour étudier la signature sismique du manteau supérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer des ondes acoustiques dans des échantillons, mesurer les propriétés élastiques et voir si on arrive à expliquer certaines anomalies qu'on trouve encore dans le manteau supérieur. Donc, je fais ce travail-là en collaboration avec Dan Frost et aussi Tiziana Boffa-Ballaran. Donc, si je reviens un petit peu à la ceinture d'astéroïdes, la présence de la ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire, c'est quelque chose qui, au premier abord, est assez anormal parce que toute cette matière-là, elle aurait dû être accrétée par les planètes géantes gazeuses qu'il y a autour. Et il y a une autre chose qui est un petit peu anormale dans notre système solaire, c'est le fait que Mars soit toujours en embryon planétaire. Donc, pour expliquer ça, il faut qu'on comprenne que très tôt dans l'histoire du système solaire, les géantes gazeuses, donc Jupiter et Saturne, sont sujettes à des migrations qui vont largement perturber la dynamique d'accrétion du système solaire, ce qui fait que vous allez appauvrir la région de formation de Mars en objets. Donc Mars va être forcée de rester en état d'embryon planétaire puisqu'elle n'a pas eu assez de matière pour grossir plus. Et vous allez aussi piéger une certaine fraction de ces objets dans la ceinture d'astéroïdes. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, vous allez piéger des objets qui sont formés très tôt et qui vont avoir une évolution qui sera seulement leur évolution thermique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être accrétés par la suite, et donc vous préservez l'historique de la différenciation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu sur les planètes un peu plus grosses, parce que soit vous avez une tectonique des plaques très active qui a brassé toute la matière au cours de toute l'histoire géologique, et donc vous avez totalement perdu l'historique de la différenciation,
ou alors vous avez une activité volcanique qui peut être très importante, qui va aussi vous effacer ces traces-là. Pour comprendre un petit peu ces processus, on s'est vraiment intéressé à la ceinture d'astéroïdes. Alors vu qu'on ne peut toujours pas aller à l'intérieur et ramener des échantillons à grande échelle, on doit un peu se contenter de ce qui nous arrive sur Terre. Donc, ce sont de façon générale les météorites. On peut les classifier selon leur degré de différenciation. Donc du stade le plus primitif, les chondrites, où on est totalement indifférencié, c'est-à-dire qu'on a un mélange de métal et de silicates encore très primitif, avec les silicates qui sont principalement sous forme de chondres, et à l'état totalement différencié, à l'opposé, où vous avez totalement séparé le métal et la roche. Donc le métal, vous retrouvez seulement du métal, c'est-à-dire que vous échantillonnez le noyau, ou des silicates, c'est-à-dire que vous allez échantillonner le manteau. Vous avez un stade de différenciation intermédiaire entre les deux, qui s'appelle les achondrites primitives, donc partiellement différenciées, où vous avez toujours un mélange de métal et de roche, mais par contre, vous voyez que les choses ont évolué. Ici, vous avez le métal qui est en blanc, vous voyez que le métal a commencé à se rassembler, il a évolué, il n'y a plus beaucoup de troïlites, donc ces petits grains orange, ça veut dire qu'on a perdu un liquide riche en soufre. Si on regarde les silicates, on voit qu'on a aussi perdu un liquide de composition basaltique, donc il s'est passé des choses. Ce qui est assez paradoxal, c'est que si on essaye de dater un petit peu tous ces objets-là, on se rend compte que ce qu'on prend comme l'état primitif, les briques de base de tous les objets qu'on connaît, les chondrites, ce sont les objets qui se sont formés le plus tard dans l'histoire du système solaire, donc le plus jeune par rapport à nous, alors que les objets qui, eux, sont totalement différenciés, se sont formés très très tôt dans l'histoire du système solaire. Donc, pour comprendre ça, il faut qu'on essaye de considérer la source de chaleur, c'est-à-dire qu'en fait, pour différencier, vous allez devoir chauffer et fondre un corps, c'est beaucoup plus facile, sinon ce ne serait pas possible. Et donc, on doit avoir une source de chaleur qui est extrêmement efficace au début de l'histoire du système solaire et qui devient très vite plus efficace du tout. Donc pour ça, il y a plusieurs processus. Le premier, ça peut être l'énergie d'accrétion. On se doute bien qu'au début de l'histoire du système solaire, on a une dynamique d'accrétion qui est assez chaotique avec beaucoup d'impacts. Quand vous avez plusieurs corps qui vont se rentrer dedans, vous avez une partie de l'énergie cinétique qui, elle, peut être transformée en énergie thermique. Donc, vous allez pouvoir chauffer. Alors, malheureusement, ça, c'est efficace uniquement pour des corps qui sont gros, de l'ordre de 1000 km. C'est-à-dire que pour les petits corps de la ceinture d'astéroïdes qui sont de l'ordre de 100 km, ça ne va vraiment pas être efficace. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est en fait la désintégration de certains éléments, notamment l'aluminium 26 et le fer 60, qui vont, pendant qu'ils se désintègrent, euh, produire beaucoup de chaleur, et ça va pouvoir chauffer efficacement ces corps-là. Si on essaie de regarder un petit peu la puissance de chauffage en fonction du temps, pour tous les radioéléments qu'on connaît, en tout cas les plus abondants, on voit que l'aluminium 26, au tout début du système solaire, domine largement le budget énergétique. Donc ça va vraiment être la source de chaleur principale qui va contrôler le chauffage. Il est très efficace, mais ça a un prix, c'est-à-dire qu'on voit que son efficacité de chauffage décroît très rapidement. En fait, on considère qu'au bout de 4-5 périodes de demi-vie, c'est-à-dire au bout de 3,5 millions d'années, après la formation du système solaire, la puissance de chauffage n'est plus suffisante pour que les objets puissent évoluer significativement. Donc, si on reprend un petit peu cette classification de météorites, on se rend compte que donc les objets qui sont indifférenciés, qu'on prend comme étant très primitifs, en fait, sont des objets qui sont formés tardivement, qui ont eu peu d'aluminium 26, donc ils n'ont pas ou peu chauffé, ils n'ont pas ou peu évolué. Ensuite, les objets qui sont différenciés se sont formés très très tôt dans l'histoire du système solaire. Vous aviez beaucoup d'aluminium 26, donc vous avez pu largement chauffer, largement fondre et différencier efficacement. Et ces objets partiellement différenciés, ils sont entre les deux, ils ont une dette d'accrétion intermédiaire avec un petit peu d'aluminium 26 qui va permettre une différenciation, mais pas trop, ce qui fait que la différenciation ne va pas aller jusqu'au bout. Moi, pendant ma thèse, je me suis intéressé à ces deux types d'objets-là, donc les achondrites primitives et les achondrites tout court, donc les objets totalement différenciés. Et si on regarde un peu ces deux types d'objets, on peut définir deux scénarios de différenciation métal-silicate. Un premier, pour les achondrites primitives, vous avez un faible taux de fusion. Donc là, vous avez encore une matrice silicatée qui est largement prédominante, ce qui fait que votre métal, pour pouvoir être séparé, il va devoir former un réseau interconnecté et percoler. Alors que si vous avez des forts taux de fusion, en fait, vous pouvez avoir un océan de magma qui va éventuellement convecter. Et donc, on imagine que dans cet océan de magma-là, les billes de métal qui sont en suspension, elles vont simplement couler par attraction gravitaire et aller former le noyau. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler uniquement des achondrites primitives. C'est déjà un beau morceau de travail et je pense que ça va bien nous tenir occupés pendant mon temps de parole. Donc, je vous ai dit, ce qui était important, c'était pour la différenciation
faible taux de fusion d'avoir un réseau interconnecté, donc une interconnectivité. On va essayer de voir dans un premier temps un petit peu comment ça se passe l'interconnectivité. On va prendre un système simple à deux phases, où vous avez soit un métal fondu et une matrice cristalline, ou alors un liquide silicaté dans une matrice cristalline, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on va définir un seuil d'interconnectivité. Le seuil d'interconnectivité, c'est la fraction volumique d'une phase au-delà de laquelle elle va pouvoir former un réseau stable au cours du temps. Ce seuil d'interconnectivité dépend des énergies d'interface. C'est-à-dire quand vous avez un système, quand deux phases sont en contact, l'interface elle n'est pas neutre, elle a une certaine énergie. Et comme tout bon système thermodynamique, quand il est question d'énergie, le système il va pouvoir tendre à minimiser le bilan total des énergies d'interface. C'est-à-dire que vous allez maximiser les énergies d'interface qui ont un faible coût énergétique, et au contraire, vous allez minimiser les interfaces qui, elles, ont un fort coût énergétique. Dans les échantillons, généralement, c'est assez difficile de mesurer directement les énergies d'interface, donc on mesure un observable, forcément. Cet observable, c'est les angles dièdres. C'est-à-dire que si vous avez une jonction triple entre trois phases et que vous tracez des tangentes le long de chacune des interfaces, vous êtes capable de mesurer des angles dièdres. Connaissant les angles dièdres, vous pouvez recalculer les énergies d'interface et remonter au seuil d'interconnectivité. Donc il y a des formalismes qui permettent de faire ça. La courbe en gris que j'ai tracée ici, par exemple, vous en montre un. Ce que vous voyez, c'est que quand vous avez des angles dièdres qui sont inférieurs à 60 degrés, votre phase a un seuil d'interconnectivité qui est extrêmement faible, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'interconnecter dès qu'il y a le moindre pourcent de liquide. A l'inverse, quand vous avez un angle dièdre qui est plus grand que 60 degrés, là, ça va être beaucoup plus difficile. Vous avez un seuil d'interconnectivité qui augmente largement en fonction de l'angle dièdre, atteignant jusqu'à 27% pour un angle de 180 degrés. Dans ces échantillons naturels de la chondrite primitive, moi, je vous ai dit qu'il y avait deux liquides qui avaient été perdus, un liquide riche en soufre, un liquide sulfuré, et un liquide silicaté. Si on mesure les angles dièdres des liquides silicatés, généralement, on se rend compte que l'angle est très faible, donc l'interconnecter cette phase-là, ça ne va pas être un problème, elle va pouvoir migrer facilement. Mais par contre, en ce qui concerne le système métallique, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez que vous avez des angles dièdres qui sont beaucoup plus élevés, donc un seuil d'interconnectivité qui, lui, est plutôt de l'ordre de 15%. Alors ça, c'est problématique parce que dans les objets les plus riches en fer, dans les météorites chondritiques les plus riches en fer, on a un maximum 10% en volume. Donc là, s'il faut 15% de métal pour différencier, on ne va pas y arriver. Mais en fait, dans les objets naturels, il n'y a pas que du métal pur, il y a aussi des sulfures. Et la présence de soufre dans les liquides métalliques va largement diminuer l'angle dièdre. Et pour une composition eutectique, en fait, on a un angle dièdre de 90 degrés, ce qui fait que le seuil d'interconnectivité proposé est plutôt de l'ordre de 7%. Alors tout ça, c'est uniquement si on considère des systèmes à deux phases, mais comme je vous ai dit, un échantillon naturel, ce n'est pas un système à deux phases, en fait. C'est un peu plus compliqué. Il y a 4 phases. Vous avez un résidu silicaté solide, un liquide silicaté, un résidu métallique solide et un liquide métallique. Donc au total, vous avez 4 phases. Alors c'est un peu un grand écart de passer de 2 à 4 phases directement. Du coup, nous, on a fait un système analogue à 3 phases. Où on a modélisé, on a considéré que la matrice silicatée, c'était de la force ferrite. On a mis un liquide silicaté de composition synthétique, et en ce qui concerne le métal, on a mis du nickel. Et à partir de là, on a essayé de paver cet espace avec des expériences pour voir un petit peu ce qu'on pouvait raconter. Moi, j'ai fait plusieurs types d'expériences au cours de ma thèse. Donc, j'avais fait des expériences en four atmosphérique à Toulouse. Et à partir du moment où maintenant je vais vous montrer un résultat expérimental avec une technique, vous aurez 2 lettres en bas à droite qui vont vous indiquer quelle technique c'est. Donc, AF pour le four atmosphérique. J'ai aussi eu la chance de pouvoir aller à Clermont-Ferrand à 2 reprises, profiter de la plateforme expérimentale et faire des expériences en piston-cylindre. Donc, ces expériences-là seront dénotées en tant que PC. Et j'ai aussi eu l'opportunité d'aller sur le synchrotron à Paris, faire des expériences en presse Paris-Édimbourg, in situ. Donc, ces expériences-là seront dénotées en tant que PE. Mais en fait, la question qu'on s'est posée, c'est quand on a un métal pur, le seuil d'interconnectivité à deux phases est de 15%, et forcément, si vous ajoutez une troisième phase, ça va perturber le bilan énergétique. Donc on s'est demandé, est-ce que l'ajout de liquide silicaté va augmenter ce seuil d'interconnectivité? Est-ce qu'au contraire, ça va le diminuer? Ou est-ce qu'il ne va pas du tout changer? Donc pour essayer de répondre à ça, on a une approche qui s'est faite en 2 temps. Dans un premier temps, on est vraiment allé voir à l'échelle microscopique, on a mesuré des angles dièdres, on a recalculé les énergies d'interface pour voir ce qui se passait. Dans un second temps, on est allé faire la microtomographie 3D, donc à la fois ex situ et in situ, pour voir si on arrivait vraiment à déterminer un seuil d'interconnectivité. D'abord, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a vu à l'échelle microscopique. Donc ça, c'est l'équation qui vous relie les angles dièdres aux énergies d'interface. Ce qui est assez sympa avec cette équation, c'est que si vous la réorganisez un tout petit peu,
vous vous retrouvez avec des sinus des angles dièdres en fonction des ratios d'énergie d'interface. Ça veut dire que pour chaque triplet d'angle dièdre que vous êtes capable de mesurer dans un échantillon, vous êtes capable de recalculer les ratios des énergies d'interface et donc de classer les énergies d'interface les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire quel contact va être favorisé et quel contact va être limité. Alors nous, on ne s'est pas limité à ça. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire une représentation dans un diagramme ternaire, où à chaque pôle, vous avez un angle dièdre, mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a 3 domaines impossibles qui apparaissent. Donc ces domaines impossibles, ça va être quand vous avez un angle dièdre supérieur à 180 degrés. Pourquoi? Parce que si vous considérez que vous avez une sphère, donc la sphère, c'est quand même la forme où vous minimisez la surface de contact. Si vous mesurez l'angle dièdre d'une sphère, vous allez avoir un angle dièdre de 180 degrés. Donc vous ne pouvez pas avoir une forme qui va minimiser moins sa surface que la sphère. En plus, si vous regardez un peu, vous voyez quand vous avez deux angles dièdres qui sont égaux, vous avez un ratio d'énergie d'interface qui sont égales à l'unité. Donc ça veut dire que vous pouvez tracer ces isolignes où les ratios d'énergie d'interface sont égaux à l'unité. Et en fait, vous délimitez 6 cadrans énergétiques dans lesquels l'ordre relatif des énergies d'interface va varier. Alors si on regarde un peu plus près, on obtient ce genre de représentation. Donc là, vous voyez que j'ai fait ça de façon systématique. Alors je ne vais pas vous expliquer de suite un peu à quoi correspond l'organisation de chacune de ces inégalités. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes échantillons. On va mesurer les angles dièdres, on va les replacer là-dedans et on va voir comment ça se comporte. Donc ça, c'est une image électronique d'un de mes échantillons. Vous voyez le nickel en blanc, l'olivine en gris foncé et le liquide silicaté en gris clair. Et si on prend cette jonction triple, par exemple, on a cette organisation en termes d'angle dièdre. C'est-à-dire que l'angle dièdre du liquide silicaté et de l'olivine sont assez élevés, de l'ordre de 90 degrés, et celui du métal est encore plus élevé, de l'ordre de 170 degrés. On s'est demandé ce qui se passait quand on zoomait, parce que le liquide silicaté, c'est quand même souvent connu pour faire des films assez fins à la petite échelle. Donc, est-ce que l'interface, la jonction triple qu'on a mesurée était une vraie jonction triple? Est-ce qu'il y a vraiment contact? En fait, si on zoome, on se rend compte que ce n'était pas le cas. Donc, si je vous surligne un peu les joints de grains, vous voyez qu'on a mesuré une jonction triple ici, mais là, il n'y a pas contact. Il est proche, le contact, mais il n'existe pas. À l'inverse, le contact, il est plutôt ici. Et si vous mesurez les angles dièdres à cette jonction triple, vous voyez que l'organisation, elle est totalement différente. En ce qui concerne le liquide silicaté, vous avez un angle de 14 degrés, et pour l'olivine, un angle de 170 degrés. Donc vous êtes bien loin des 90 degrés que vous aviez mesurés pour les deux au départ. Ça, c'est un résultat qui est assez fort parce qu'en fait, peu importe le temps d'expérience et peu importe la proportion relative de chacune des phases, on observe exactement la même tendance avec le grossissement. Ça veut dire qu'il faut être capable de résoudre visuellement ces structures pour avoir de bonnes mesures d'angle dièdre. Si on fait ça systématiquement et qu'on replace ça dans le diagramme que je vous ai montré, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que peu importe le grossissement, on tombe toujours dans le même cadran énergétique, avec la même succession. Cette succession, ce qu'elle veut dire, c'est que l'énergie d'interface la plus faible, c'est celle entre l'olivine et le liquide silicaté, donc vous allez tendre à maximiser la surface de contact entre ces deux phases, et au contraire, celle la plus élevée, c'est celle entre l'olivine et le métal, donc vous allez minimiser la surface de contact. À partir de là, l'effet du grossissement, c'est simplement qu'à faible grossissement, vous avez l'impression que votre sphère elle est quasiment à moitié incluse dans le liquide silicaté et dans de l'olivine, alors qu'à plus fort grossissement, elle touche à peine l'olivine. Donc ça, encore une fois, c'est un résultat qui n'est que pour un métal pur. Si vous considérez un liquide sulfuré comme dans les météorites, donc on peut regarder un peu dans la littérature et on trouve des données. On voit qu'on n'est pas du tout dans le même cadran énergétique. Ici, l'énergie d'interface la plus faible, c'est devenu celle entre le liquide silicaté et le liquide métallosulfuré. Donc ça veut dire qu'en fait, votre liquide métallosulfuré va tendre à augmenter sa surface de contact avec le liquide silicaté, ce qui fait qu'il va former des espèces de lentilles. Et vous pouvez deviner qu'en termes de seuil d'interconnectivité, c'est plus facile d'avoir des lentilles pour s'interconnecter, parce que là, cette lentille, elle est plus proche d'aller toucher la lentille dans la poche de liquide d'à côté que cette sphère-là. Alors, on n'a pas vraiment réussi à déterminer de seuil d'interconnectivité parce qu'il n'y a pas de formalisme qui existe pour relier les énergies d'interface à un seuil d'interconnectivité dans un système à 3 phases. Mais ce qu'on voit, c'est que le nickel, en tout cas pour un métal pur, a plutôt tendance à former des jolies sphères. Donc on peut s'attendre à ce que le seuil d'interconnectivité soit très élevé, de l'ordre de 25%. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu aller vérifier avec de la microtomographie 3D. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien le principe de la microtomographie 3D,
on a une source de rayons X qui vient illuminer un échantillon, qui vient prendre des radios, et votre échantillon, il ne va pas rester immobile, en fait, il va être sur une platine rotative et il va pouvoir tourner. Ce qui veut que vous prenez une radio d'un échantillon dans un plan, vous le tournez un petit peu, vous reprenez une radio, vous le retournez un petit peu, vous reprenez une radio, et vous faites ça à 360 degrés. Et ça, c'est important parce que du coup, vous voyez le déplacement des grains de métal les uns par rapport aux autres dans l'échantillon au fur et à mesure qu'ils tournent. Vous voyez s'ils s'approchent du détecteur, s'ils s'éloignent, etc. Donc après, il y a un algorithme qui va combiner toutes ces données et qui va pouvoir vous reconstruire un volume 3D. Donc on a fait ces analyses au CIRIMAT à Toulouse en ex situ. Donc je remercie nos collègues du CIRIMAT pour ça. Et là, je vais vous montrer les résultats sur une série d'expériences qu'on a fait avec 20% de métal. Donc ça, c'est un volume, c'est une région d'intérêt. Et vous voyez que si je représente tout le métal, donc en gris et en couleur, bah, vous n'y voyez pas grand-chose, c'est pas très pratique. Donc en fait, j'ai pris le parti de représenter uniquement les 3 plus gros grains de métaux interconnectés. Et le code couleur vous dit que le premier, c'est le plus gros, le violet, c'est le plus gros, le orange, c'est le deuxième plus gros, et le jaune, c'est le troisième plus gros. On appelle ça des blobs. Donc si je parle de blobs, vous savez de quoi je parle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait varier le ratio olivine sur olivine plus liquide silicaté. Donc, on fait varier la proportion relative d'olivine et de liquide silicaté. Et ce que vous voyez, c'est que en fonction de la teneur en liquide silicaté ou en cristaux, on n'a pas du tout les mêmes textures. Alors ça, c'était assez surprenant parce qu'on s'est dit, si on mesure les angles dièdres, on a toujours les mêmes angles dièdres. Donc, on devrait avoir, à l'échelle méso-macroscopique aussi, toujours les mêmes textures. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que quand vous avez beaucoup de cristaux, le métal, il n'a pas trop le choix de la forme qu'il peut adopter. En fait, il est un peu contraint par les cristaux qu'il y a autour, et du coup, il ne peut pas déformer le squelette rigide silicaté pour se rassembler sur lui-même et faire les jolies sphères qu'il voudrait. Donc il a ces formes irrégulières. À l'inverse, quand vous avez beaucoup plus de liquide silicaté, là, le métal a plus de place pour se réorganiser, et donc sa forme va plutôt tendre vers l'observation microscopique, c'est-à-dire avoir des sphères. Même si vous avez ces espèces de chapelets de sphères, c'est quand même l'énergie, la surface est beaucoup plus minimisée que dans ce cas-là. Alors avec ça en tête, parce que du coup on se rend compte que les textures elles peuvent aussi évoluer au cours d'une expérience, et donc ça peut peut-être mener à une mauvaise interprétation des données, on est allé sur le synchrotron à Paris, à Soleil, faire des manips en Presse Paris Édimbourg, où on a fait donc de la tomographie in situ, c'est-à-dire qu'au cours de l'expérience, on a fait de la tomographie, on a regardé l'évolution des textures. Ce que je vais vous montrer, c'est à la fois une image 3D de l'échantillon, mais aussi des données qu'on a essayé de quantifier. Donc, la fraction volumique du plus gros blob, elle sera normalisée à la teneur en nickel de l'échantillon. Et ce qu'on appelle la surface normalisée, alors c'est un petit peu barbare ça, c'est la surface du plus gros blob qui est normalisée à la surface d'une sphère de volume équivalente. C'est un peu difficile à suivre. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous avez une surface normalisée qui est si votre blob a une surface qui est égale à celle d'une sphère de volume équivalent, vous avez une surface normalisée de 1. Donc, si vous êtes à 1, vous avez une sphère parfaite. Et au plus vous augmentez, au plus vous avez une forme irrégulière, au plus vous avez quelque chose qui va dévier de la sphère. Dans cet échantillon, dès le départ, on a mis 10% de métal et on avait 25% de liquide silicaté. Donc ça, c'est un liquide silicaté à eutectique. C'est-à-dire quand on atteint la température eutectique du système, vous avez d'un coup 25% de liquide silicaté. Et ensuite, au fur et à mesure que vous augmentez la température, vous augmentez la proportion de liquide silicaté au détriment de celle de la matrice d'olivine, bien sûr. Donc ce qu'on voit, c'est qu'avec ces 10% de métal, dès le début de l'expérience, on a un espèce de réseau qui est formé, et ce réseau, il n'est pas petit, il rassemble quand même 60-70% du métal total dans l'échantillon. On voit aussi, comme on le voyait à l'œil, que ce réseau dévie très largement de la sphère. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que ce réseau n'a pas l'air d'être extrêmement stable. De toute façon, il n'est pas censé être stable. À 10%, on n'est pas censé être interconnecté. Donc la fraction volumique du plus gros blob, elle n'arrête pas de changer. Sa surface normalisée évolue un petit peu. Et ça, c'est parce que vous voyez qu'il y a une dynamique. Donc vous voyez que la position des deuxième et troisième plus gros blobs, elle n'arrête pas de changer. Donc, vous avez une dynamique de déconnexion et de réinterconnexion locale, ce qui fait que votre blob n'arrête pas de se réorganiser. Et à un point critique, en fait, vous allez totalement briser ce réseau. Et avec un petit peu de température et de temps, vous voyez que on va avoir des blobs qui s'approchent vachement de la sphère avec des surfaces normalisées qui sont extrêmement faibles. Donc ça veut dire qu'au début de l'expérience, on avait forcé la formation d'un réseau qui n'était pas stable. Et si on laisse suffisamment les bonnes conditions, donc c'est-à-dire en termes de maturation texturale, on tendrait à le briser et à atteindre la forme d'équilibre qu'il voudrait vraiment.
Alors pourquoi on a forcé ce réseau dès le début de la manip? C'est parce qu'en fait, le métal, il a un comportement rhéologique qui est extrêmement différent des liquides silicatés. C'est-à-dire quand il va être écrasé lors de la compression au début de l'expérience, ben, il va être forcé de s'aplatir entre les grains d'olivine et donc d'avoir ces formes un peu plus intrusives, d'aller s'interconnecter avec les grains voisins. Donc ça, c'est assez important parce que du coup, ça peut mener à des mauvaises interprétations des seuils d'interconnectivité. Alors pour vraiment essayer de déterminer un seuil d'interconnectivité avec tout ça en tête, on a fait des expériences avec 25 et 30% de métal. Et là, ce que vous voyez, c'est que la fraction volumique du plus gros blob, elle n'évolue pas du tout, elle reste à plus de 99%. Et la surface normalisée évolue pas ou peu. Donc votre blob, votre réseau, cette fois, est bien stable et il est persistant. On s'est posé la question un petit peu de savoir quel était le mécanisme qui permettait de briser ce réseau, donc qu'est-ce qui permettait d'avoir la maturation texturale du métal. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de calculer l'évolution de la surface du métal au cours de l'expérience. Donc ça va être les points gris, et on l'a normalisé à la surface initiale du métal au début de l'échantillon, qu'on a mesuré tout ça avec nos données 3D. On s'est posé plusieurs questions, on s'est dit, mais est-ce que du coup, l'évolution de la surface du métal, elle n'est pas proportionnelle à la croissance des grains d'olivine, et donc à la surface des grains d'olivine, à l'évolution de la surface des grains d'olivine. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à partir des lois de croissance et de différentes tailles initiales de grains, on a modélisé l'évolution des grains, et on a regardé, donc en regardant aussi l'évolution de la surface des grains, est-ce que ça contrôlait l'évolution de la surface du métal? Et vous voyez que la réponse est oui, ça suit quand même assez bien l'évolution de la surface du métal. Donc ça veut vraiment dire que le mécanisme responsable de l'évolution texturale de nos échantillons, c'était la croissance de l'olivine. Alors ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi indirectement dans nos manips piston-cylindre, parce que si du coup j'essaie de modéliser ce qui s'est passé dans nos manips piston-cylindre, en trait plein, vous avez l'évolution de la surface d'olivine et donc l'évolution de la surface du métal au cours de l'expérience, et en trait pointillé, ce qui se serait passé après l'expérience. Donc vous voyez que même si on a eu une toute petite chute de la surface, ça a été suffisant à ce qu'on observe un réseau à ce qu'on n'observe pas de réseau en fait. Donc c'est suffisant pour briser un réseau qui aurait été forcé au début de l'expérience. Et ça, on l'observe uniquement parce que notre système, en fait, il est partiellement fondu parce qu'il y a du liquide silicaté. Donc, les olivines grandissent beaucoup plus vite. À l'inverse, si on fait le même calcul, mais sans liquide silicaté, on voit que l'évolution de la surface du métal n'évolue pas du tout. Alors ça, c'est assez problématique parce qu'en fait, il y a pas mal d'études dans la littérature qui ont posé des seuils d'interconnectivité pour les liquides sulfurés et qui sont extrêmement faibles, donc de l'ordre de 3 à 6%. Et ce qu'on voit, c'est que si on reprend leurs conditions expérimentales et qu'on calcule l'évolution de la surface des olivines, eh ben, la surface, elle n'a pas du tout évolué. Donc vraisemblablement, ce qu'ils ont déterminé, c'était un réseau forcé, ce n'était pas un réseau stable, équilibré. Et à l'inverse, il y a une seule étude qui a pris le temps de faire des expériences très longues, de l'ordre de la centaine d'heures, vous voyez, avec des tailles de grains très petites. Et parce que les tailles de grains sont très petites, les expériences sont longues, la croissance cristalline est suffisamment efficace pour que vous ayez une grande chute de la surface de l'olivine et donc du métal, et que si vous avez un réseau et que vous l'observez toujours, ce soit en effet un réseau stable. Et si on en croit cette étude-là, sur ces paramètres texturaux, à ce moment-là, le seuil d'interconnectivité des liquides sulfurés est beaucoup plus grand, entre 17 et 18%. Donc c'est quand même un assez grand écart avec les 3 et 6% pour les études qui ont déterminé des réseaux forcés. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de replacer un petit peu tous ces résultats-là en perspective de la différenciation métal-silicate dans ces objets-là? Donc ce qu'on veut faire, c'est essayer de modéliser l'évolution du système métallique et l'évolution du système silicaté. Mais pour le faire de façon précise, il faut un petit peu savoir ce qui s'est passé dans ces échantillons. Donc si je vous remontre une photo d'achondrite primitive, donc ça c'est une lodranite, c'est un stade le plus évolué des achondrites primitives. Et ce qu'on voit, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit, on a perdu un liquide sulfuré, il n'y a plus beaucoup de troïlite, mais on a aussi perdu un liquide silicaté. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une fusion à l'équilibre, en fait, on a une fusion fractionnée. Donc c'est important. Donc ça veut dire qu'on peut modéliser l'évolution du système silicaté en faisant l'hypothèse de fusion fractionnée en utilisant le modélisateur MELTS. Et pour le système métallique, vu que c'est un système à deux phases et qu'on connaît assez bien la courbe de liquidus en fonction de la température avec la règle des leviers,
à chaque température, en fonction d'une certaine composition initiale, on peut calculer la fraction de métal qui est produite. Alors, ce qu'on a voulu voir aussi, c'était un petit peu comment est-ce qu'on peut déterminer comment ce seuil d'interconnectivité évolue en fonction de la teneur en soufre, parce que ce qui va être important au cours de cet exercice, c'est de savoir si vous avez un liquide qui est présent, donc avec une certaine fraction et une certaine teneur en soufre, est-ce que, par sa composition, est-ce que sa fraction volumique est supérieure à son seuil d'interconnectivité? Donc pour ça, on a le choix entre deux valeurs pour la composition eutectique, donc la valeur extrêmement faible pour les réseaux forcés et la valeur extrêmement élevée pour les réseaux à l'équilibre. Et pour le métal pur, on a la valeur que moi j'ai déterminée expérimentalement. À 25% sur les données de tomographie, on a vu qu'on était connecté. Alors je vais commencer avec la valeur optimiste, la valeur extrêmement faible. Et donc, on a essayé de relier ces deux pôles avec plusieurs courbes. Ce que je vais vous montrer, c'est les deux courbes qui permettraient de former les achondrides primitives en faisant l'hypothèse que le seuil d'interconnectivité haliotectique est extrêmement faible. Donc comment ça se passe? En fait, quand vous allez augmenter la température, à un moment, vous allez franchir le tectique des métaux. Donc vous allez avoir une certaine fraction de liquide métallique qui va être produite d'un coup. Et quand vous augmentez la température, forcément, vous fondez d'autant plus votre système métallique. Mais en plus de ça, parce que votre silicate, lui, il est appauvri en liquide silicaté, relativement, localement, vous augmentez la proportion de liquide métallique. Donc la proportion de liquide métallique, elle va augmenter jusqu'à un certain point où vous allez pouvoir rattraper le seuil d'interconnectivité et donc avoir ce que j'appelle un événement d'extraction, c'est-à-dire que vous allez extraire un liquide, donc la composition, c'est ce point, et en très plein, ici, vous suivez l'évolution de la composition bulk du système. Et si vous augmentez encore plus la température, vous pouvez éventuellement avoir un deuxième événement d'extraction. Alors, ce que vous voyez, c'est que quand vous extrayez le liquide métallique, vous n'extrayez pas la totalité. Il y a ce qui s'appelle un seuil de piégeage, c'est-à-dire qu'il y a une certaine fraction qui va rester piégée dans les irrégularités percolatives du réseau. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que vous allez ménager un tout petit réservoir en soufre qui fait que sur la composition, votre seuil d'interconnectivité, il ne va pas d'un coup sauter à la valeur maximale, c'est-à-dire à celle du métal pur. Alors l'autre courbe, elle est encore plus optimiste, c'est-à-dire que vous gardez ce seuil pendant très faible, très longtemps, donc vous pouvez avoir un total de 3 événements d'extraction. Et comme je vous ai dit, ça, ce sont les deux courbes qui permettent de former les achondrides primitives. Pourquoi? Parce que vous avez deux caractéristiques particulières, c'est que vous pouvez avoir des événements d'extraction quand vous avez un degré de fusion des silicates qui est inférieur à 20%. Et ça, c'est important parce que dans les achondrides primitives, le taux de fusion n'a pas dépassé 20% pour les silicates. Et en plus de ça, parce que vous extrayez un liquide qui n'a pas la composition du système bulk, vous allez fractionner la composition en soufre. C'est-à-dire que vous allez laisser un résidu appauvri en soufre et vous allez extraire un liquide qui, lui, est enrichi en soufre. Et dans l'enregistrement des achondrides primitives, vous trouvez des échantillons qui sont enrichis en soufre et appauvris en soufre. Donc vous êtes capable d'expliquer ces deux populations d'échantillons. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien pour expliquer les achondrides primitives, même si on a une valeur de seuil d'interconnectivité qui est très faible. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on prend la valeur dans laquelle moi je croirais plus sur ces arguments de maturation texturale? Ben, en fait, ça ne marche pas du tout cette fois-ci, même si on prend le seuil très optimiste. Vous voyez qu'on a un événement d'extraction qui est à très haute température, bien au-delà des 20% de degré de fusion des silicates. Et votre système métallique, quand vous extrayez le liquide, il est déjà entièrement fondu, donc vous n'allez pas du tout fractionner la composition en soufre. Alors, est-ce que c'est gênant? Forcément oui, mais non aussi. Donc c'est gênant oui, parce qu'on a passé beaucoup de temps et d'efforts expérimentaux à essayer de montrer que c'était la valeur à prendre, que c'était la vraie valeur. Les autres, c'était des seuils forcés, ce n'était pas des processus à l'équilibre. Et non, parce que si ça ne marche pas, ça veut dire que les processus à l'équilibre ne permettent pas de générer ces achondrides primitives. En fait, il faut des processus hors équilibre. Si on y réfléchit un petit peu, vous avez vu que vous avez une fusion fractionnée des silicates. Quand vous extrayez le liquide silicaté, la matrice, elle, va pouvoir se compacter. Et donc, quand elle se compacte, les grains de métal vont être écrasés entre les grains de silicaté. Ils vont avoir des formes qui vont être forcées. Ils vont éventuellement pouvoir... Donc, le métal va éventuellement pouvoir s'interconnecter un peu comme dans nos expériences. On a essayé de voir si on ne pouvait pas trouver des traces de ça dans les échantillons naturels, parce que Jérémy Guignard, dans l'une de ses études, avait montré que
Sur la série de chondrites de type H, des H4 ou H6, vous avez les grains, on peut les voir sur les images là, de métal, qui deviennent de plus en plus arrondis. Donc on s'est dit, mais en fait, les achondrites primitives, elles sont une température de pic supérieure au H6, donc elles devraient être texturalement plus matures. Et si on prend un stade le plus poussé, ça va être les chondres, où vous avez des grains qui sont entièrement sphériques. Donc on a essayé de représenter, de calculer par des analyses d'images, à quel point les grains déviaient des sphères, donc en 2 dimensions des disques, et voir où est-ce que la distribution pour les acapulcoïdes lodhranites se retrouvait. En fait, ce que vous voyez, c'est que par exemple, si on reprend la série classique, H4, H5, H6 et chondre, quand vous êtes très peu mature texturellement, vous avez une distribution qui est très large, avec un pic qui n'est pas très bien défini. Et parce qu'ensuite le pic de température augmente, vous avez une maturation texturale qui est plus efficace, et votre pic va se resserrer et être de plus en plus grand. Et si on présente les acapulcoïdes lodhranites, donc elles devraient être entre les H6 et les chondres, mais en fait, c'est pas de bol, elles se retrouvent plutôt entre les H4 et les H5. Donc ça veut dire que vous avez vraiment des textures qui sont forcées et que l'interconnexion, la ségrégation du liquide métallique dans les achondrites primitives est vraisemblablement un processus hors équilibre, en fait. Mais si on essaie de replacer ça dans un cadran de corps, ce qu'on voit, c'est qu'on a un manteau silicaté qui, lui, va fondre partiellement. Donc, le liquide silicaté va facilement pouvoir s'interconnecter et être extrait. Et le métal, parce que le liquide silicaté est extrait, sa fraction volumique va augmenter, et la matrice va aussi se compacter, donc il va être forcé de s'interconnecter. Et potentiellement, à un moment, il va être capable, lui aussi, de percoler et d'aller former un noyau. Alors, dans tout ce que je vous ai présenté ici, on a fait l'hypothèse que la migration des liquides, c'était un processus quasiment instantané, mais ce n'est pas totalement vrai, ça prend quand même un certain temps de faire migrer des liquides. Alors, il y a 2 processus principaux qui vont permettre la migration des liquides dans les petits corps. Ça va être simplement la percolation par fluide Darcy, donc c'est-à-dire que vous avez un liquide d'une certaine viscosité qui va migrer dans une matrice poreuse avec elle une certaine taille de grain. Et l'autre processus, c'est la compaction du corps. C'est-à-dire, est-ce que votre corps est suffisamment grand pour qu'il puisse s'écraser sous son propre poids? Est-ce que le rayon du corps est suffisamment grand pour que la gravité puisse déformer la matrice solide d'une certaine viscosité? Alors, les viscosités, ce sont des choses qu'on peut trouver dans la littérature. Les rayons des corps parents, c'est des choses qu'on peut aussi trouver dans la littérature à partir des modèles thermiques. Et les tailles de grains, c'est quelque chose qu'on peut aller déterminer dans les échantillons naturels. Du coup, on avait fait une demande de prêt au Muséum d'histoire naturelle de Paris pour avoir des échantillons, mesurer leur taille de grains et regarder tout un tas d'autres choses, mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc on a eu des achondrites primitives. Comme je vous l'ai déjà dit, comme vous avez certainement compris, on peut les subdiviser en 2 catégories, donc acapulcoïdes et lodhranites. Mais il y a des classifications qui sont en fait un petit peu plus raffinées. C'est-à-dire que vous pouvez partir d'un stade d'acapulcoïdes primitifs qui serait proche de chondritique et avoir toute une série jusqu'au lodhranites, qui serait donc le stade le plus différencié, celui où vous avez perdu à la fois un liquide métallique et un liquide silicaté. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer des photos de mes échantillons et comment je les classe dans ces catégories-là, quels sont les arguments pour ça. Donc, je vais partir avec ce que j'appelle les acapulcoïdes enrichis dans le système métallique. Donc ça, ce sont pour moi les moins texturalement matures, celles qui seraient tout en haut sur un corps. Ce que vous voyez ici, ce sont des cartes en EDS. Donc en fait, le code couleur vous représente les phases métalliques. En rouge ou en cyan, vous avez camacite taénite, donc fer-nickel. Et en bleu, vous avez la troélite, donc fer-soufre. Ce que vous voyez, c'est que ces échantillons sont particulièrement enrichis en système métallique. Normalement, comme je l'ai déjà mentionné avant, vous avez 10% de métal. Et là, vous pouvez vous rendre compte que sur la surface de l'échantillon, vous avez largement plus que 10% de métal. En plus, sur cet échantillon-là, Monument Draw, vous voyez que le métal a commencé vraisemblablement à être un peu modélisé, à éventuellement s'interconnecter. Dans le système métallique, ici, il s'est passé des choses. Dans le système silicaté, il est encore extrêmement primitif. Vous n'avez pas vraiment de traces que les silicatés fondus, vous avez des chondres qui sont recristallisés, et vous avez des tailles de grains qui sont extrêmement faibles. Ensuite, si on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la série, on a les acapulcoïdes primitives. Là, vous voyez que le système métallique a l'air un peu plus normal, c'est-à-dire que si vous faites une analyse d'image, vous avez à peu près 10% de métal sur la surface, et les tailles de grains pour les silicates sont un peu plus grandes.
Donc, ça veut dire que le système silicaté est un peu plus évolué. Un autre indice de ça, c'est aussi que si vous regardez les phases qui forment les liquides silicatés à l'eutactique, donc c'est-à-dire feldspath avec l'inopyroxène, vous vous rendez compte qu'ils ont des formes très mouillantes. Donc vraisemblablement, ils ont fondu, mais sont restés sur place. Si on va encore plus loin, on se retrouve avec les acapulcoïdes de transition. Donc là, vous voyez, si vous regardez cette image, il s'est passé des choses. Vous avez beaucoup de rouge et plus beaucoup de bleu. Donc vous avez perdu un liquide sulfuré dans cet échantillon. En plus, les métaux purs, eux, ont commencé à être un petit peu mobilisés. Il s'est encore passé des choses. Si vous regardez le système silicaté, vous voyez que les tailles de grains sont encore plus grandes. Et en plus de ça, ici, on va stocker un liquide silicaté parce qu'on a un enrichissement en phase qui compose le taxi, donc c'est-à-dire feldspath et clinopyroxène. Et si on va vraiment au bout de la série, on se retrouve avec les lodranites. Donc moi, j'ai eu une section de lodran avec des tailles de grains pour les silicates qui sont largement plus grandes, de l'ordre de 200 micromètres. Et ici, vous avez totalement perdu feldspath et clinopyroxène, donc vous avez totalement perdu un liquide silicaté. Normalement, le système métallique est censé être largement appauvri en troïlites. Moi, dans la section que j'ai eue, ce n'était pas le cas. Ça peut être la preuve d'une interconnectivité forcée, ça peut être la preuve de chenalisation dans l'échantillon, mais je ne veux pas revenir là-dessus aujourd'hui. Si on essaie de replacer un petit peu tout ça dans le diagramme que je vous ai montré avant, avec les échantillons les plus primitifs, donc les acapulcoïdes enrichis, donc pour ces petites tailles de grains, on se rend compte que l'échelle de temps de migration des liquides silicatés, elle est plutôt assez grande, elle est de l'ordre de 100 millions d'années, mais c'est quelque chose qu'il faut idéalement comparer avec un autre temps. Là, si je vous donne juste ça, vous ne pouvez pas en faire grand-chose, en fait. Donc il faut comparer ça avec le temps pendant lequel, sur le corps, vous avez un liquide silicaté qui, lui, serait présent. Et si on regarde les modèles thermiques d'évolution des achondrites primitives, ce temps-là correspond plutôt à 10 millions d'années. Donc en fait, pour ces tailles de grains, si vous avez un liquide silicaté, il ne sera pas du tout capable de migrer au cours de l'histoire thermique du corps. En fait, il va falloir attendre d'avoir des tailles de grains de l'ordre de 200 micromètres, c'est-à-dire comme dans les lodranites, pour avoir une migration des liquides silicatés efficace pendant ces temps-là. Ensuite, si on essaie de regarder un petit peu ce qui se passe aussi dans le système métallique, on ne va pas du tout se retrouver dans le même cas ici, parce que la viscosité pour les systèmes métalliques, elle est beaucoup plus faible. Et là, en fait, peu importe la taille de grain, à partir du moment où votre métal il est interconnecté, il peut percoler sur des échelles de temps qui sont extrêmement courtes, moins d'1 million d'années. Alors ça, c'est assez paradoxal, parce que du coup, j'ai passé tout mon talk à vous dire que c'était très difficile d'interconnecter les liquides métalliques, mais une fois qu'ils sont connectés, en fait, c'est super facile de les faire migrer. Et à l'inverse, les liquides silicatés, c'est super facile de les interconnecter, mais pour qu'ils puissent migrer, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, si on essaie maintenant de replacer un petit peu toutes ces idées dans un cadran de corps, ce qu'on voit, c'est que généralement, avec la profondeur sur un corps, vous avez la taille de grain et la température qui augmentent. Et si on prend à la base de la colonne d'échantillons qui nous intéresse, donc on a les lodranites, vous avez des tailles de grains qui sont assez grandes, qui permettent à la fois une extraction efficace du liquide métallique, qui lui va aller percoler vers le bas et former le noyau, et du liquide silicaté qui va remonter. Et ce liquide silicaté-là va se retrouver dans la zone de formation des acapulcoïdes de transition. Sauf que ici, la taille de grain n'est plus suffisante pour permettre une migration efficace des liquides silicatés, donc ils vont rester piégés. Donc dans l'échantillon que j'ai, ça explique pourquoi on a un enrichissement en feldspath et clinopyroxène. Ici, la taille de grain est largement suffisante pour que le liquide métallique, s'il est interconnecté, puisse percoler vers le bas. Donc ce sera certainement le cas aussi. Et au-dessus de ça, vous avez une alternance d'horizons où vous avez des acapulcoïdes enrichis en soufre et d'autres appauvris en soufre. Là, si vous avez du liquide silicaté, les tailles de grains sont trop petites pour que le liquide silicaté puisse migrer efficacement, donc il va rester sur place. Et à partir du moment où la migration du liquide métallique, elle, va devenir compliquée, vous avez des ondes de compaction qui vont se développer. C'est-à-dire que vous allez avoir une alternance d'horizons enrichis en métaux et appauvris en métaux, qui peut vous expliquer cette succession d'échantillons. Moi, je n'ai pas eu d'échantillon d'acapulcoïdes primitifs, mais ce serait plutôt un stade très proche de chondritique. Si on essaie de replacer ça dans une série de chondrites ordinaires, ce serait certainement des H7. On peut imaginer qu'il y a une croûte chondritique au-dessus. Donc on arrive assez bien, comme ça, à comprendre la succession d'échantillons, ce qu'on retrouve dans les collections, et les processus qui sont passés sur un corps parent. Donc, je vais conclure très rapidement. Donc avec mes expériences, en regardant à la fois ce qui se passe à l'échelle microscopique et ce qui se passe à l'échelle mésomacroscopique, on arrive très bien à comprendre
la dynamique de l'interconnexion et pourquoi on peut avoir des textures qui dévient largement de ce qui est prédit par l'état microscopique. En faisant un petit peu de modélisation et en comparant différents seuils d'interconnectivité pour le liquide tactique, on arrive alors à comprendre que la formation des achondrites primitives est vraisemblablement un processus hors équilibre en ce qui concerne l'interconnectivité du métal, mais ça nous donne quand même une très bonne idée des processus globaux qui ont lieu sur le corps parent. Et pour comprendre un petit peu plus en détail toute cette série d'échantillons-là et ce qui se passe vraiment sur le corps parent, alors il faut plutôt aller voir un peu les échantillons naturels et essayer de comparer tout ça avec des échelles de temps, à la fois pour la migration des liquides et par rapport à l'histoire thermique du corps. Voilà, c'est tout pour moi.